Voilà, donc je disais qu'il s'agit d'un problème majeur de santé publique et que depuis 1987, l'OMS, en collaboration avec la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie, mais également le Bureau international de l'épilepsie, mène une campagne mondiale intitulée Sortie de l'épilepsie de l'ombre, qui vise à informer et à éduquer pour déstigmatiser cette maladie, mais également à informer sur les possibilités thérapeutiques de l'épilepsie. Alors, parlant de définition, nous allons essayer de définir des concepts qui sont utilisés fréquemment dans le jargon de l'épileptologie. Alors, qu'appelle-t-on crise? Alors, la crise, théoriquement, c'est un état qui sépare un état normal antérieur et le retour vers ce même état normal antérieur. Donc, vous avez un état normal, vous avez une rupture brutale de cet état, et après, à un certain moment, un retour à cet état. Et le temps qui sépare les deux, hein, ça s'appelle la crise. Quant à la crise d'épilepsie, elle est matérialisée donc par une définition, en ces termes, il s'agit de manifestations paroxystiques donc qui peuvent être motrices, sensitives, sensorielles, végétatives ou psychiques, avec ou sans perte de connaissance, liées à une décharge excessive et hypersynchrone d'une population plus ou moins étendue de neurones cérébraux. Donc, c'est une définition qui est classique et on va voir chaque terme a son importance. Une autre manière de l'exprimer, c'est des manifestations à type de troubles transitoires de la conscience et ou des phénomènes moteurs, donc secousses musculaires rythmiques, de troubles sensitifs, sensoriels, végétatifs, qui sont isolés ou bien associés aux précédentes. Donc, de ces deux définitions, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qui est important, qui apparaît, c'est la durée. Donc, la durée, elle est brève. Une crise d'épilepsie est brève, c'est quelques secondes à quelques minutes. Ensuite, vous avez le polymorphisme des manifestations. Donc, il y a plusieurs types de manifestations qui peuvent s'exprimer sur un mode épileptique. Mais surtout, ce qui est important à savoir, c'est qu'il s'agit de manifestations dont l'origine vient du cortex cérébral. Donc, il s'agit d'une décharge hypersynchrone de neurones cérébrales. Donc, ce n'est pas une maladie, comme on a l'habitude de le dire dans nos territoires, qui est liée à un mauvais esprit, ou bien qui est liée au djinn, ou bien qui est liée, je ne sais pas, chez nous, on a l'habitude de dire que c'est le magibne. Tout ce qu'on ne comprend pas, on dit que c'est le magibne. Voilà. Donc, il s'agit bien d'une pathologie cérébrale qui est liée à une décharge hypersynchrone de neurones corticaux. Alors, que dire de l'épilepsie? L'épilepsie, c'est cette affection qui est caractérisée par la survenue de crises épileptiques. On a défini ce qu'est une crise épileptique. Et l'épilepsie, elle répond donc à la définition d'une maladie ou d'une affection neurologique fréquente d'étiologie et de pronostic variés, vous voyez, caractérisée par la répétition des crises d'épilepsie. Alors, ça, c'était l'ancienne définition. Alors, quand on dit répétition des crises d'épilepsie, il faut au moins 2 crises et séparées de 24 heures. Donc, 2 crises séparées de quelques heures ne répondent pas à la définition, il faut minimum de 24 heures. Ça, c'était l'ancienne définition. Et la définition a évolué. En 2005, la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie a proposé une nouvelle définition en disant que l'épilepsie est une affection neurologique caractérisée par la survenue d'une crise d'épilepsie chez une personne ayant un cerveau la prédisposant de façon persistante, le mot est très important, de façon persistante à la production de crises et aux conséquences neurobiologiques, cognitives, psychologiques et sociales. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir également de cette définition? C'est que la répétition des crises n'est plus obligatoire pour définir une épilepsie, et cela à condition qu'il y ait ce qu'on appelle une prédisposition persistante. Alors, cette prédisposition persistante exclut les facteurs occasionnels. Donc, une facteur occasionnel ne définit pas, qui déclenche une crise d'épilepsie, ne définit pas une épilepsie. Alors, et aussi, la prise en compte des conséquences de cet état. Donc, l'épilepsie n'est plus résumée à la crise, à la sémiologie stricte des crises, mais elle prend en compte, c'est une maladie générale qui a la crise et également toutes les conséquences qui peuvent en découler. Alors, en 2014,
une autre définition est venue pour compléter, pour faire le lien entre les deux premières définitions, en disant que l'épilepsie est une maladie du cerveau caractérisée par l'une des conditions suivantes. Soit vous avez deux crises d'épilepsie séparées, qui ont provoqué, pas des crises réflexes, qu'on appelle des crises réflexes, mais il ne faut pas que ce soit des crises provoquées, de plus de 24 heures d'intervalle. Donc, la première définition revient. Ou alors, une crise non provoquée avec une probabilité de récidive. Et cette probabilité de récidive, elle peut être au moins égale à 60% de récidive d'une crise d'épilepsie qui va se venir 10 ans après la première crise. Vous voyez, cette notion de 10 ans est extrêmement importante. Et maintenant, il y a une troisième notion qui vient. On peut classer épilepsie si on a d'emblée, dès la première crise, la définition d'un syndrome épileptique. On verra ce que c'est que la définition du syndrome épileptique. Alors, donc on était en 2010. En 2014 également, une autre définition donc, est venue pour compléter en disant que de cette définition de 2014, on entrevoit que le terme de 10 ans est extrêmement important. Donc, on ne peut considérer que quelqu'un débarrassé de son épilepsie tant qu'il n'a pas fait 10 ans sans crise et des 5 dernières années sans traitement anti-épileptique. Ou alors, un enfant qui avait un syndrome épileptique âge dépendant et qui aurait dépassé cet âge, on peut dire qu'il est guéri de son épilepsie. Donc, c'est extrêmement important. La notion de 10 ans, donc, on peut parler tout au moins de rémission, mais parlant de guérison d'épilepsie, les critères, c'est 10 ans sans crise et dont les 5 dernières années sans traitement. Alors, le syndrome épileptique qui est apparu dans cette classification, qu'est-ce que c'est? C'est une association de tableaux cliniques donc sémiologiques, associés à un type de tracé électrique et également à une étiologie. Mais également, dans cette définition, on peut y s'intègre le caractère lié à l'âge, donc c'est des crises, ou bien c'est une épilepsie dite âge dépendant, des facteurs qui favorisent les crises, par exemple la survenue d'une fièvre, ou alors la survenue dans le nocturne, la survenue soit la nuit ou bien pendant la journée, qui est rythmée par le rythme veille et sommeil. Et cette notion également implique une certaine orientation étiologique. Alors, quand on parle d'épilepsie, de syndrome épileptique, en général, on s'adresse aux épilepsies idiopathiques, donc avec une cause génétique le plus souvent déterminée. Mais également, un syndrome épileptique laisse entrevoir une orientation sur le plan thérapeutique et sur le plan pronostic. Alors, un autre concept, c'est l'encéphalopathie épileptique. Concept qui a été admis, qui a été donc validé en 2006 par la Ligue internationale. Qu'est-ce que c'est? Là, il s'agit d'une détérioration, cette fois-ci, des fonctions cérébrales, des détériorations qui peuvent être cognitives, sensorielles, motrices, même comportementales, et cela lié à l'activité épileptique elle-même, et chez ces patients, où l'électroencéphalogramme même intercritique va donner des anomalies qui sont très caractéristiques de ce syndrome épileptique. C'est ce qu'on voit par exemple dans le syndrome de West. Vous savez que dans le syndrome de West, il y a une complète désorganisation du rythme de fond, ce qu'on appelle une hypsarythmie, ou le syndrome de Lennox-Gastaut, où vous avez un tracé électrique très particulier avec des pointes ondulantes et une altération de rythme de fond, ou alors dans le tracé des POX, qu'on appelle les pointes ondulantes du sommeil, où vous n'avez plus le rythme de fond de base et vous avez qui est complètement remplacé par les pointes ondes tout au long du sommeil. Alors, parlant de crise, donc comme vous le savez, on distingue deux types de crises, les crises généralisées et les crises focales, qu'on appelait avant les crises partielles, maintenant les crises focales. Les crises généralisées qui sont en rapport avec une décharge sur les deux hémisphères, donc sur le cortex des deux hémisphères, et les crises focales qui sont en rapport avec la décharge d'un groupe de neurones localisés sur une partie du cortex. Alors, nous allons donc voir l'évolution de ces classifications. D'abord, nous partons de la classification de 1981 et qui distinguait les crises d'épilepsie, une classification très simple en distinguant les crises généralisées, les crises partielles, les crises généralisées elles-mêmes divisées en crises tonico-cloniques ou ces variantes atoniques, toniques,
et également des crises d'absence. Les absences peuvent être typiques ou atypiques et des myoclonies. Donc, voilà les grands groupes de crises généralisées. Et les crises partielles, qui étaient divisées en crises partielles simples, crises partielles complexes et crises partielles avec génération secondaire. Mais également des crises qu'on n'arrivait pas à classer. Donc ça, c'était vraiment l'ancienne classification qui date de 1981. Ensuite, en 2000, cette classification a été reprise, simplifiée, et également avec beaucoup de plus de précision au niveau, surtout des crises partielles, hein, qui sont désormais appelées crises focales. Donc, on abandonne le terme partiel au profit du terme focal. Les crises généralisées également, on décrit mieux les absences et les myoclonies. Et l'apparition maintenant d'une troisième catégorie qu'on appelle les spasmes épileptiques, qui sont devenus une entité, hein, qui peuvent être des crises focales ou des crises généralisées, mais également des crises non déterminées. Parce qu'on a remis dans la classification une partie dite indéterminée. Alors, en 2010, donc, la classification est ainsi établie. On a le groupe de crises généralisées, les groupes de crises focales et la catégorie des crises non déterminées. Les crises généralisées elles-mêmes, comprenant les crises tonico-cloniques, hein, les crises tonico-cloniques, les absences qui peuvent être typiques ou atypiques, ou bien des absences associées à des caractères spéciaux, tels que les myoclonies, ou bien les myoclonies palpébrales. Donc, tout ça font partie des crises d'absence. Et les myoclonies également ont été divisées en myoclonies atoniques et myoclonies toniques. Les myoclonies atoniques, c'est ce qu'on appelait les myoclonies négatives avant, donc négatives, et les myoclonies toniques étaient appelées les myoclonies avec positives. Donc, mais également les autres variantes qu'on peut trouver, soit c'est des cloniques ou bien des atoniques. Les crises focales, quant à elles, étaient divisées en fonction de leur association. Enfin, il s'agit simplement de leur expression sur le plan motrice. Est-ce que ces crises focales s'accompagnaient au début, d'abord, d'une perte de connaissance, d'altération de la connaissance ou non-altération de connaissance? Je rappelle qu'avant, on parlait de crises personnes simples, des crises simples avec génération secondaire, mais on ne mettait pas en exergue l'état de conscience. L'état de conscience, on va le retrouver dans les générations secondaires. Donc maintenant, dès le début des crises, on divise entre les crises partielles, focales avec altération de la conscience ou bien sans altération de la conscience. Sans altération de la conscience, ça veut dire que l'expression de la crise, c'est uniquement d'incubation motrice ou bien sensitive ou bien dysautonomique, et sur ce qu'on a une sémiologie assez simple. Ou alors, on a une altération de la conscience, mais en troisième lieu, une évolution vers la bilatérisation des crises. La bilatérisation des crises, donc des crises toniques ou de crises tonico-cloniques qui deviennent bilatérales. Et nous allons voir après dans la suite qu'est-ce que ce terme remplace dans l'ancienne classification. Alors, enfin, en 2017, apparaît la nouvelle classification qui est actuellement, donc l'acte de 2017, qui stratifie, qui donne en strate cette classification. On part d'abord sur trois éléments essentiels. Vous avez le siège du début de la crise, qui rentre dans la classification, l'état de conscience autour de la crise et la sémiologie élémentaire. Donc, vous avez ces trois aspects qui sont pris en compte pour classer les crises. Alors, et là apparaît donc une classification à trois niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des crises. Deuxième niveau, ce sera au niveau, c'est la classification des épilepsies. Et le troisième niveau, c'est le syndrome épileptique. Donc, voilà donc la nouvelle classification qu'on adopte actuellement pour le... Et dans toutes ces étapes, aussi bien les aspects étiologiques et les comorbidités peuvent s'intégrer aussi bien au niveau de la classification des crises, au niveau de la classification de l'épilepsie ou au niveau des syndromes épileptiques. Alors, pour résumer, voici un peu cette classification. Donc, la classification au niveau des crises va déterminer les crises qui sont focales ou bien les crises généralisées ou des crises inconnues. On parle toujours de la qualification des crises en fonction du début. Après, au niveau de l'épilepsie qui va être aussi classée en épilepsie focale, c'est les composés des crises focales. En épilepsie généralisée,
s'il est composé de généralisés, mais également une catégorie qui va qui est composée de patients qui présenteront aussi bien des crises généralisées que des crises focales. Mais le quatrième groupe sera le groupe inconnu. Maintenant, le troisième niveau de classification, ce sera la classification en syndrome épileptique, sur lequel, comme je l'ai dit, il y a des aspects cliniques, des aspects électroencéphalographiques, des aspects imagerie, mais également une connotation sur le plan de l'âge du malade, l'âge de survenue de ce type d'épilepsie, mais également de l'étiologie supposée, des facteurs pronostiques et des considérations sur le plan thérapeutique. Alors, donc, de ces trois niveaux de classification, nous avons toujours l'aspect comorbidité qui peut être intégré dans la classification à tous les niveaux, aussi bien au niveau des crises, au niveau du type d'épilepsie, mais également au niveau de la classification structurée en syndrome épileptique. Il en est de même pour les étiologies. Les étiologies, là, il faut reconnaître presque 5 étiologies. Donc, le structurel, donc ce qui touche à la structure du cerveau, les génétiques, donc ce sont les idiopathiques, les infectieuses, les métaboliques et les auto-immuns, ça c'est extrêmement important, mais également un groupe où, quelles que soient les explorations dont on dispose, on ne trouvera pas la cause. Et donc, ils sont classés dans les inconnus. Alors, donc revenons au niveau 1. Donc, la classification des crises, nous avons d'abord les crises généralisées, donc, qui impliquent un réseau des deux hémisphères. Donc, la décharge vient de façon symétrique des deux hémisphères. À côté, vous avez les crises focales, qu'on appelait avant les crises partielles. Donc, c'est les crises focales qui n'intéressent soit une région ou un réseau limité de neurones. En tout cas, elle est limitée à une seule partie. Elle n'appelle pas les deux hémisphères. Ces crises focales peuvent évoluer vers la bilatéralisation. Donc, les crises tonico-cloniques bilatérales, c'est ce qu'on appelait dans l'ancienne classification la généralisation secondaire, qui a été abandonnée maintenant au profit de la bilatéralisation. C'est beaucoup plus physiologique quand on parle de crise avec généralisation, avec bilatéralisation. Alors, et puis, vous avez des crises qui sont inconnues, où on ne sait pas est-ce que le débit est focal ou bien le débit est généralisé, en attendant d'avoir les explorations qui vont peut-être permettre de les classer dans l'une ou dans l'autre groupe. Alors, les crises généralisées sont divisées en crises motrices et crises non motrices. Les crises motrices, c'est les crises qui s'expriment sur le plan moteur, sous forme de tonico-clonique, sous forme clonique, sous forme tonique, mais également les myoclonies. Et les myoclonies, on sait qu'ont été, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été bien systématisées. On a des crises myocloniques atoniques, donc ce qu'on appelle les myoclonies négatives, les myoclonies toniques et même les myoclonies tonico-cloniques. Donc, l'association de toutes ces crises montre que c'est des crises motrices. Maintenant, vous avez également l'espace que nous avons défini tout à l'heure, l'espace épileptique. Alors, les crises non motrices, donc crises généralisées, motrices et non motrices, c'est les absences. Donc, c'est les absences avec leurs différentes catégories, les absences typiques, les absences atypiques, donc qui ne sont pas les absences que nous connaissons, enfin, qui sont les plus fréquentes, les absences associées aux myoclonies, donc les absences myocloniques et les absences associées uniquement aux myoclonies, juste les myoclonies palpébrales. Donc, tout ça font partie des crises motrices, des crises plutôt généralisées, non motrices ou absences. Les crises focales, donc, le premier critère de classification de ces crises focales, c'est l'état de conscience dès le début. Est-ce que l'état de conscience est conservé ou non conservé? Donc, on les divise à partir de ça. Et dans les deux cas, ils peuvent évoluer vers une bilatéralisation de la génération, ce qu'on appelle les générations secondaires avant, et qu'on appelle maintenant les crises tonico-cloniques bilatérales. Alors, il reste maintenant des groupes de crises qui ne sont pas catégorisés, qui peuvent appartenir aux deux. Les classes ne sont pas fermées. Vous avez des crises qui peuvent appartenir à 2 ou 3 groupes. Par exemple, quand on parle d'espasmes épileptiques dont on a parlé, ces espasmes épileptiques peuvent être focales, peuvent être généralisés, mais peuvent aussi ne pas être classés à débit inconnu.
Surtout, c'est le début. Parce que le début, c'est une classification d'interrogatoire en général. Et les classifications d'interrogatoire en général, elles sont difficiles à préciser. Alors, les crises atoniques aussi peuvent être focales ou généralisées. Vous voyez donc, ce n'est pas des frontières qui sont complètement fermées. Alors, on peut avoir des crises à débit inconnu, qu'elles soient motrices ou non motrices. Donc, vous voyez, vous avez des catégories qui sont bien connues, et vous avez des crises qui, dès le départ, on peut les catégoriser, mais il y a d'autres qui peuvent appartenir aux différents sous-groupes. Alors, donc pour résumer, donc ce tableau, pour résumer un peu les différents types de crises, vous avez les crises généralisées, qu'on divise en crises moteurs et non moteurs, en crises motrices et non motrices. Les crises à débit, donc nous avons dit, les crises, le premier niveau de classification, c'est d'abord le début des crises, le type de début, soit généralisé ou soit focal. Alors, le type focal, soit avec conservation de l'état de conscience ou bien altération de l'état de conscience. Et là-dedans, on le divise en moteur, non moteur. Alors, les moteurs, c'est, vous avez des automatismes, les crises toniques d'espace, mais ainsi de suite. Et les crises non moteurs, c'est les crises, comment ça s'appelle, sémiologiques telles que l'arrêt du comportement, tout simplement, ou des sémiologies cognitives. Tout ça font partie des crises focales. Et un troisième niveau, c'est les crises, la bilatérisation. Donc, vous avez le début, avec conservation ou non conservation d'ailleurs, et en plus, la bilatérisation qui constitue l'étape ultime. Les crises généralisées en moteur ou non moteur, et le début, des crises dont les débuts sont inconnus. Ils sont inconnus, ils peuvent être des crises motrices ou des crises non motrices. Alors, le niveau 2, qui va correspondre donc à la classification de l'épilepsie. Donc, on dit que la classification de l'épilepsie débute d'abord par déterminer le type de crise. Alors, donc, qui constitue cette épilepsie. Alors, donc, on va distinguer les épilepsies généralisées et les épilepsies focales. Les épilepsies généralisées, donc les crises constituées par, sur le plan sémiologique, des crises généralisées avec des décharges électriques généralisées, d'accord? Sur le plan diagnostique, donc c'est la clinique, c'est la clinique, la base de la clinique, de la classification, mais également les signes électriques. Mais là-dedans, il faut noter que un tracé intercrité normal ne peut pas éliminer une crise d'épilepsie. Donc, on peut très bien avoir une crise d'épilepsie généralisée avec un tracé intercritique qui est normal. Alors, les crises focales, par contre, vous avez les crises focales avec, comme je le disais, soit altération de l'état de conscience ou non altération de l'état de conscience, et ensuite bilatérisation secondaire. Là également, l'EEG va montrer des messages focalisés, et le diagnostic également sera basé sur la clinique qui va être aidée de l'électroencéphalogramme. Alors, troisième groupe de crises d'épilepsie, c'est les épilepsies qui regroupent des crises à la fois généralisées et des crises à la fois et des crises focales chez le même patient. Là aussi, on peut avoir aussi le tracé électrique, aussi bien des anomalies généralisées que des anomalies focales. Il restera maintenant le quatrième groupe, comme on l'avait défini. C'est le quatrième groupe, c'est le groupe où les informations qui sont fournies au début ne sont pas suffisantes pour classer l'épilepsie. Le niveau 3, c'est le niveau du syndrome épileptique. Alors, le syndrome épileptique, c'est une entité clinique qui va s'associer plutôt à un aspect électrique. Donc, on parle d'entité clinico-électrique, donc entité clinico-électrique, mais également dans un âge défini. Donc, c'est une épilepsie âge dépendant. Donc, c'est comme des exemples que je donne, l'épilepsie absente de l'enfant, l'épilepsie myoclonique juvénile ou le syndrome de West. On sait que c'est des syndromes épileptiques qui ont un caractère clinique défini, un caractère électrique bien défini et un âge bien défini. Voilà ce qu'on appelle vraiment le syndrome épileptique. Alors, ce diagramme résume un peu, voilà cette classification. Je ne sais pas si elle est claire, c'est un peu le diagramme que Sylvain Guyane avait fait, et sur lequel vous retrouvez tout l'aspect de classification. L'aspect, vous voyez les cercles qui sont, le premier cercle ici, c'est les épilepsies qui surviennent très tôt dans la vie humaine, donc vers l'âge de 1 an. Ensuite, vous avez le deuxième cercle qui survient avant 1 an, dans la première année de l'enfance, et le troisième cercle qui vont survenir jusqu'à 10 ans.
Et là-dedans, on a classé selon le type en focal ou en généralisé. Donc là, c'est en colonne. Et en ligne, vous avez l'aspect étiologique qui est soit les épilepsies dites idiopathiques ou non idiopathiques. Idiopathique, c'est en général les génétiques. Donc, quand on parle d'épilepsie idiopathique, on parle d'épilepsie génétique. Et les non idiopathiques, sur lesquels on a 4 classes, les structurelles, donc liées à la structure du cerveau, les métaboliques, les auto-immunes et les infectieuses. Donc, avant, on disait idiopathique, non idiopathique, symptomatique ou cryptogénique. Donc, cette classification étiologique est abandonnée. Maintenant, on parle d'idiopathique ou de non idiopathique. Et les non idiopathiques sont classés en 4. Donc, vous avez les structurels, vous avez les métaboliques, vous avez les auto-immuns. Ça, c'est une nouvelle classification, une nouvelle entité étiologique qui a été mise en place et infectieuse. Alors, maintenant, on va essayer d'analyser tout ça. Donc, on peut se dire, après 2010-2014, pourquoi une nouvelle classification? À quoi répond la nécessité d'une nouvelle classification? Donc, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a eu des progrès importants en matière de neuroimagerie, en matière d'immunologie, de génétique, et également en matière de traitement de signalologie. Et toutes ces connaissances, donc, il a fallu, donc, il était donc devenu impératif de proposer des connaissances, des classifications qui puissent tenir compte de tout ceci. Donc, le premier objectif, c'est d'intégrer toutes ces connaissances dans la classification de l'épilepsie. Donc, vous avez des connaissances nouvelles qui vont faire évoluer, comment s'appelle, la subdivision, la classification des épilepsies. Mais également, répond à un deuxième objectif, c'est l'amélioration de la prise en charge. Alors, quand on intègre le fait d'intégrer le début dans la classification des crises, permet mieux de les caractériser, et également les aspects étiologiques dans la classification des épilepsies, également permet une meilleure prise en charge de ces épilepsies en fonction de l'étiologie qu'elles ont. Troisième objectif, bien sûr, c'est mettre à la disposition des soignants et des patients un outil pratique, un outil qu'on peut, qui peut être, sur lequel on peut prendre des décisions sur le plan quotidien. Cette classification peut être également la base d'une réflexion pour le développement de la recherche, soit la recherche clinique ou de la recherche fondamentale. Cinquième objectif, c'est encourager les soignants donc, à rechercher des traitements étiologiques. En particulier, là, on a identifié des étiologies auto-immunes. Donc, est-ce qu'il ne faut pas aller vers des traitements immunomodulateurs de l'épilepsie? Et sixièmement, sixième objectif, c'est promouvoir la prise en charge que je qualifie de personnalisée. Une charge personnalisée qui va prendre en compte non seulement l'aspect clinique, mais également les comorbidités qui vont exister, qui va prendre en compte les états psychologiques et cognitifs, donc qui sont les conséquences de ces crises d'épilepsie. Donc tout ça permet de prendre en charge l'épilepsie dans sa globalité, mais en fonction du terrain, ce que j'appelle la prise en charge personnalisée de l'épilepsie. Alors, qu'est-ce qui a changé de cette classification d'épilepsie focale? Deuxième chose, c'est le contexte, l'apparition du contexte du concept de l'état de conscience dès le début. Donc, l'état de conscience a été intégré dans la classification alors qu'elle n'était pas elle était sous-entendue dans les autres classifications, mais elle n'était pas mise en avant dans la classification, en particulier la classification des épilepsies focales. Alors, les termes simples, complexes, secondairement généralisés ont été abandonnés. On n'en parle plus. Alors, quatrième chose qui change, c'est la description fine dans les épilepsies focales, telles que les automatismes, l'arrêt comportemental, les aspects cognitifs qui font leur apparition et qui sont extrêmement importants parce qu'il y a des épilepsies qui étaient, si vous voulez, des positions pneumatiques sur lesquelles ces manifestations pouvaient apparaître et sur lesquelles on ne les classait pas. Maintenant, ils sont reconnus dans la classification. Alors, un ensemble de sémiologiques tels que les épilepsies atoniques, l'espace épileptique, font également partie de la classification, mais ils ne sont pas catégorisés. Ils peuvent être aussi bien à partir de nos épilepsies généralisées qu'aux épilepsies focales.
Sixième, le terme de bilatéralisation secondaire, de bilatéralisation plutôt, a remplacé la généralisation secondaire. Donc, l'épilepsie partielle généralisation secondaire a été abandonnée. On parle maintenant d'épilepsie de focale avec bilatéralisation des crises clonico-cloniques. Les crises, les absences et des myoclonies également a été faite et intégrée dans la classification. Mais aussi, on a identifié une classe dite à débit inconnu. Donc, à débit inconnu, en ce moment, on peut mettre là-dedans des épilepsies qu'on n'a pas pu classer au départ, au début, et puis qui peuvent, dont la classification peut évoluer avec les explorations. Alors, qu'est-ce qui n'a pas changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé dans les classifications? Le terme idiopathique. Le terme idiopathique, il est et il demeure. Alors, notamment dans les syndromes épileptiques, donc peut-être l'épilepsie myocologique, l'épilepsie de l'absence de l'adolescent, tout ça, ce sont des épilepsies, dites épilepsies idiopathiques qui ont comment ça s'appelle, des patterns sur le plan, non seulement mais également sur le plan génétique. Alors, donc on a vu le terme idiopathique est pratiquement la question du terme génétique. Mais attention, il ne faut pas confondre le terme génétique et le terme héréditaire. Alors, toute pathologie héréditaire est génétique, mais toute pathologie génétique n'est pas héréditaire. Il ne faut pas confondre la génétique. Quels commentaires on fait à partir de ces classifications? Alors, cette nouvelle classification est une classification opérationnelle qui est prise. Moi, j'ai peut-être pas été en sage. On ne vous entend pas. Est-ce qu'il y a un problème, notre professeur Yagana? Il n'est pas animé. Vous me recevez bon. Oui, donc, on vous reçoit. Continuez. Non, c'est bloqué. C'est bloqué. C'est bloqué là. C'est bloqué. Donc, je disais que donc, la conscience également est extrêmement important. Donc, c'est un élément important dans la classification, surtout des crises focales. Alors, mais le problème, c'est l'interprétation de cette notion de prise de conscience. Est-ce que cette prise de conscience, elle veut dire juste une altération
du contact, ou bien c'est une altération de la vigilance, ou bien une altération de l'appréciation du patient de soi-même ou bien de son environnement, bien qu'elle est importante. Alors, vous avez également vers la traduction en français qui peut, là où il peut exister quelques difficultés de compréhension. Alors, comment utiliser les nouvelles classifications des crises d'épilepsie? Alors, il s'agit de classifications par colonne, des classifications qui ne sont pas hiérarchisées. Alors, et chaque facteur classant dans chaque niveau de classification reste optionnel. Elle n'est pas obligatoire. Donc, si elle n'existe pas, on peut évoluer vers l'étape suivante. Donc, elle n'est pas disponible, on peut déjà le classer au début, surtout le début. Donc, le début de la crise, c'est la première étape de la classification. Si cette information n'est pas fournie, on la classe dans le début inconnu et on évolue dans la classification. On n'est pas obligé de s'arrêter. Alors, les crises focales, la détermination du niveau de conscience au niveau de conscience également a une répercussion sur certaines décisions de la vie du patient. Par exemple, vous n'allez pas prendre la même décision. On ne prendra pas la même décision quand on est devant des crises focales avec altération de la conscience dès le début ou sans altération de la conscience. Quand on veut, par exemple, délivrer un permis de conduire, ou bien quand on veut certaines activités, si le malade veut exercer certaines activités, on tiendra compte du fait que est-ce que ces crises s'accompagnent dès le début d'une altération de la conscience humaine. Alors, et ensuite, on évolue vers le caractère moteur ou bien le caractère non moteur de la crise. Donc, il y a une évolution. Ensuite, il y a eu dans cette classification donc, des termes ou bien des concepts, par exemple les automatismes ou bien l'arrêt comportemental qui permettent également de définir, comme je l'ai dit tantôt, des crises qui sont des crises post-symptomatiques sur lesquelles on n'avait pas de difficulté à les définir au départ. Alors, et également, il y a eu cette prise en compte de l'étiologie, donc des étiologies dans la classification. Ça, c'est une avancée majeure donc, dans la compréhension sur le plan physiopathologique ou des épilepsies. Alors, comme je l'ai dit tantôt, il y a 5 catégories qui ont été identifiées et cela va inciter, bien sûr, à la recherche étiologique, donc soutenue quand on est devant une crise d'épilepsie ou bien en état une maladie épileptique. Et cela donc va guider une attitude thérapeutique rationnelle quand on est une maladie avec une étiologie identifiée. Alors, la place des comorbidités, donc le fait de dépister les comorbidités aussi bien avec les crises qu'avec l'épilepsie permet également une meilleure prise en charge de l'épilepsie et cette prise en charge de comorbidité est extrêmement importante. Donc, la qualité de vie des personnes vivant avec l'épilepsie va dépendre non seulement du contrôle de crise, mais également de la gestion, donc la prise en compte, la gestion des comorbidités. Alors, pour conclure, donc, nous allons essayer de voir l'impact de cette nouvelle classification sur l'attitude à prendre devant une première crise qui survient. Donc, alors, vous savez que dans le traitement pour traiter l'épilepsie, il faut des principes. Donc, l'un des principes, c'est ne traiter tant que le diagnostic n'est pas traité tant que le diagnostic n'est pas certifié. Donc, on ne traite que devant la certitude diagnostique. Alors, devant ce concept, donc, les patients qui présentent la prédisposition persistante à référer une crise ne vont plus attendre la deuxième crise. Donc, dès qu'il y a une crise, on est autorisé à commencer le traitement. Alors, il y a des situations où la décision peut être rapidement prise. Si on est devant un syndrome épileptique patent, une épilepsie myoclonique juvénile, une épilepsie absente typique, là, on est devant un syndrome épileptique et on sait que cette prédisposition persistante existe. On peut prendre la décision rapidement de prendre. Alors que dans d'autres cas, on est obligé d'attendre, par exemple, les examens complémentaires, l'imagerie ou des examens biologiques pour prendre la décision
d'aller vers le traitement devant une première. Elle a permis également, cette classification permet également un meilleur choix des médicaments antibiotiques. Donc, un choix adapté au type de crise qu'on a et au type d'épilepsie. Donc, si le début, si tout est bien précisé dès le début. Maintenant, si les choses ne sont pas précisées, donc le choix va se faire sur un médicament antiepileptique qui va être à large spectre, qui va couvrir les différents aspects cliniques et également qui va tenir compte du terrain. Donc, par exemple, la femme enceinte, hein, l'âge, donc la femme, pas la femme enceinte, la femme en âge de procréer en général, mais également le sujet âgé, il faut tenir compte de ce terrain, mais également tenir compte de l'accessibilité et de la tolérance des médicaments et sa simplicité d'utilisation. Tout ça, ce sont des facteurs qui vont influer sur la compliance du traitement. Alors, donc, il faut également, cette classification permet également une bonne information et une bonne éducation thérapeutique qui vont faciliter l'observance du traitement et également atteindre les objectifs thérapeutiques. Les objectifs thérapeutiques qui doivent être fixés aussi bien avec le malade qu'avec l'entourage. J'en ai fini et je vous remercie.